écoutez, merci d'être là, de votre présence. Et puis, on va aborder aujourd'hui un sujet autour de l'OSINT et de l'analyse criminelle, notamment dans le cadre des cyberfraudes. Donc déjà, dans un premier temps, parmi vous, qui connaît bien l'OSINT déjà, donc vous êtes déjà des gens quand même sensibilisés au sujet. L'analyse criminelle, peut-être un peu moins, d'accord, et les cyberfraudes. Normalement, quand on fait de l'OSINT, on est quand même déjà bien intéressé par ce volet-là. Eh bien, aujourd'hui, l'intérêt, c'est d'essayer de rapprocher ces mondes-là. Alors, juste pour me présenter rapidement, donc, je m'appelle Frédéric L'Enfant, je suis consultant, analyste et formateur, dans ma société qui s'appelle Intelf, et puis je suis expert judiciaire également en analyse criminelle et investigation numérique dans un laboratoire forensique où on travaille principalement sur des analyses de support numérique pour des ordonnances de commission d'experts de juges d'instruction, donc dans le laboratoire Data Lab Center Expertise. Et puis j'ai un premier parcours en fait de 24 ans en gendarmerie où je travaillais voilà, sur des enquêtes judiciaires, notamment investigation complexe et avec cette spécialité qui est l'analyse criminelle que je vais vous exposer. Sur le côté récupération de données, expertise, etc., le labo, juste pour savoir, ils font également tout ce qui est récupération de données sur les supports endommagés. Ce qui est intéressant quand on en a besoin, c'est toujours intéressant à savoir que on peut avoir des laboratoires qui restent en France, avec des données qui restent en France et qui sont capables de récupérer les données. En matière de gestion de crise, ça peut être intéressant. Sur le déroulé un petit peu de l'objectif de la présentation, on va parler déjà des cyberfraudes, un petit peu le périmètre qu'on aborde à l'heure actuelle. On abordera le volet OSINT, qu'est-ce que c'est, et puis l'analyse criminelle, et enfin on verra les mises en application en fait de ce triptyque. En termes de cyberfraude, on a trois grandes menaces en cybercriminalité qu'on peut distinguer selon les menaces quasi militaires, qui vont plutôt s'orienter sur les OIV, donc les opérateurs d'importance vitale, tout ce qui est sécurité nationale. On a tout un aspect espionnage stratégique, et puis après on a tout un volet grande criminalité, et notamment financière, avec un objectif de gain financier. Et c'est ce troisième volet qui a vraiment explosé depuis la période de Covid, avec multiplication par 4 en 2020, et particulièrement sur le volet arnaque à l'épargne, qu'on va voir un petit peu par la suite, avec un montant perdu par les épargnants qui a été estimé à 1 milliard d'euros en 2 ans, donc plus 44% des attaques de ce type-là, des arnaques de ce type-là. Donc il y a un vrai sujet en fait qui est en train de monter, qui est un peu en parallèle avec les attaques, on va dire, dites classiques informatiques, où on entend beaucoup parler des ransomware, etc. Et en fait, la plupart des menaces informatiques que l'on peut aborder, que ce soit les APT, donc les Advanced Persistent Threats, c'est-à-dire les attaques avancées, celles qui sont construites, les rançongiciels, les attaques par DDoS, ou typiquement les escroqueries qui correspondent aux cyberfraudes, on a un dénominateur commun qui va être l'ingénierie sociale. On va avoir toujours cette partie de reconnaissance qui va être basée sur ces techniques d'ingénierie sociale où la cible principale, c'est l'humain. Et donc, particulièrement dans l'aspect cyberfraude, donc escroquerie principalement, on a cette part de manipulation en fait qui est vraiment en première ligne. Les 5 grandes arnaques du moment, je pense que tout le monde l'a reçu sur son téléphone. Les arnaques au CPF, donc le compte personnel de formation, les arnaques à l'épargne et au crédit, les arnaques à la carte bancaire, où là en fait ça va être carrément des personnes qui vont se faire passer pour des personnels de la banque qui vont essayer de soutirer de l'information, notamment des codes de MFA, donc de double authentification, pour être capable de réaliser des virements, etc.
Les arnaques aux achats en ligne avec des faux sites internet, et puis des faux VI, les faux ordres de virement internationaux, ce qu'on appelle également les arnaques au président, vous savez. Donc c'est toujours cette notion d'usurpation, de faux, hein, avec des changements de RIB également, où on va se faire passer pour un fournisseur et on va faire passer le RIB du fraudeur justement pour récupérer les factures clients. En fait, on a différents vecteurs de communication dans toutes ces arnaques à l'ingénierie sociale. On parle du phishing, ce qu'on a l'habitude d'entendre depuis des années, donc c'est un vecteur par mail, mais on a également le vishing par la voix et le smishing par SMS. En fait, tous les vecteurs de communication sont bons pour adresser le message en fait, qui va essayer d'usurper la fonction légitime d'une personne. Récemment, il y a un guide de prévention contre les arnaques qui est paru. Donc, si vous ne le connaissez pas, c'est toujours intéressant à regarder. Donc, il y a une task force nationale qui fait un travail de veille et de recensement un petit peu pour la lutte contre les arnaques. Et on va souvent entendre parler de faux sites web, de faux emails, d'appels SMS frauduleux. On entend tout un tas de sortes d'arnaques, notamment sur la base de faux sites web. Les arnaques au logement, les arnaques aux annonces, en fait, tous les supports vont être utilisés. Les faux sites de vente, les bons plans, toujours bancaires, enfin, dès qu'on a l'impression de faire une bonne affaire, à un moment donné, il faut s'interroger parce que à 3/4 du temps, c'est effectivement une manière pour attirer en fait, le client, attirer la victime. Tout ce qui est dropshipping, vente abusive, marketing de réseau où on a des promesses de gains phénoménales. Et puis des arnaques au colis, ou ce qu'on reçoit également quelquefois là, sur des SMS, des loteries, des dons, des réparations. Voilà. Donc le thème va varier, va souvent s'adapter à l'actualité, mais le mode opératoire va souvent être le même, et toujours basé sur une notion de faux et d'usurpation d'identité. Et en même temps, c'est ça qui va être intéressant, parce qu'on va pouvoir faire du lien entre les faits. Internet, c'est un vaste terrain de jeu pour les escrocs. Et de la même manière qu'une enquête classique, on va parler de scène de crime, là on peut parler d'une scène de cybercrime. Et comme toute enquête, on va avoir une notion de trace. Quand on parle des principes de criminalistique, d'échange de locars, c'est le principe que sur une scène de crime, l'auteur va récupérer des traces qui proviennent du lieu. D'accord ? Donc il va emporter des traces avec lui, et en même temps il va laisser des traces sur le lieu de la scène de crime. Donc quand on part du principe que Internet est une scène du coup de cybercrime, ils vont forcément laisser des traces. Et donc l'intérêt, quand on est investigateur ou analyste, ou en tout cas qu'on va essayer de faire du rapprochement entre les faits, eh bien c'est justement d'aller chercher cette trace, chercher ces informations sur Internet. Et là on rentre sur cette notion d'OSINT, d'Open Source Intelligence. Donc la notion d'intelligence est très importante, c'est-à-dire que c'est le renseignement. C'est du renseignement en source ouverte, avec une notion de gestion de l'information, de la collecte, de l'exploitation de l'information, donc de l'analyse, et puis la diffusion. C'est-à-dire qu'il faut bien que ça réponde à une problématique en particulier. Donc on se base là-dessus sur le cycle du renseignement. Et comme on le voit en fait ici, on a tout un tas de sources d'informations différentes. Et l'objectif principal, c'est la collecte. Et puis après, il va bien falloir en fait avoir toute cette notion de gestion de l'information pour passer de la donnée à quelque chose d'enrichi, de la connaissance et donc du renseignement. L'OSINT, ce n'est pas uniquement un outil ou un script, comme on aurait tendance au départ à le penser. C'est vraiment une notion de raisonnement où on doit construire en fait un ensemble d'associations d'informations pour justement obtenir ce renseignement. Alors, dans la Bible de l'OSINT, on ne peut pas passer à côté de Michael Bazzell, qui est c'est une bonne Bible à avoir sur la table de chevet quand on s'intéresse un peu à ce domaine-là. Et puis, on voit bien déjà, on commence à avoir différentes catégories de données. On va voir les noms, on va voir les adresses e-mail, on va voir des comptes de réseaux sociaux, on va voir des emplacements, des adresses IP, des noms de domaine. En fait, on se rend compte qu'on a différentes catégories de données et que la plupart des catégories vont être reliées les unes avec les autres. Donc là, on commence à rentrer sur une notion de complexité dans la gestion de l'information.
Et on va avoir un objectif, c'est d'obtenir de l'information sur les personnes physiques, d'obtenir de l'information sur les personnes morales, éventuellement sur les lieux, etc., etc., dans différents domaines. Donc, ce volet-là, eh bien, on se rend bien compte qu'il y a une logique relationnelle en OSINT qui va nous parler par la suite sur le volet analyse criminelle. Et il va bien falloir catégoriser ces sources de données pour être capable de lancer en fait des outils spécifiques sur ces catégories de données. Et en même temps, on a différents périmètres, aussi bien sur le clear web, éventuellement sur le dark web, et puis dans le clear web, selon les différentes catégories de données, on va utiliser des outils différents qui vont aller chercher de l'information spécifique en fait sur un endroit en particulier. Donc dans les outils indépendants, dans les moyens qu'on va pouvoir utiliser, le premier niveau, ça va déjà être tout ce qui est Google Docs, c'est-à-dire le langage de requête de Google, sachant que Google est quand même un moteur qui indexe, qui est celui qui indexe le plus d'informations. Et du coup, si on va construire sa requête, au lieu d'avoir les remontées d'informations qui correspondent à l'algorithme que Google a voulu vous renvoyer, enfin les réponses que Google a bien voulu vous renvoyer selon souvent votre manière d'utiliser Google. Là, l'intérêt, c'est qu'on va vraiment utiliser le langage de requête pour forcer Google à vous remonter l'information qui vous intéresse. Ensuite, on a des outils qui sont construits par beaucoup de développeurs et qui sont disponibles sur GitHub. Et puis, on a tout un tas de sources, de ressources multiples selon les catégories de données, notamment souvent qui sont stockées sur des gestionnaires de favoris comme start.me. Donc déjà, si on fait une recherche en OSINT sur le site de start.me, en fait, souvent on récupère des listes entières de ressources qui sont très intéressantes, qui vont déjà être catégorisées par type de données sur lesquelles on va pouvoir travailler. C'est un premier point qui me semble intéressant à signaler. Après, on a pas mal de plugins qui vont pouvoir se rajouter sur le navigateur. Et puis, on a tout un tas de communautés qui existent et qui sont en train de bien monter, notamment en France. Ensuite, on a des plateformes commerciales. Du coup, l'OSINT commence à devenir un sujet vraiment très intéressant. C'est pas nouveau, ça existe depuis les années 70 sur le monde entier. Alors, ça vient du monde du renseignement, principalement aux États-Unis. Et puis, bien sûr, dès qu'il y a cette notion de renseignement et d'accessibilité de la donnée, ça se développe. Depuis quelque temps, les champs en fait, d'application se développent également. Donc, principalement, il y a des grosses sociétés qui existent, Social Links, l'Empire, qui sont plutôt d'origine russe, Shadow Dragon qui est plutôt d'origine US, aux États-Unis. Et puis on a des nouvelles plateformes qui commencent à arriver, donc Cocorico, les Fantastiques, All-in, Predictalab, avec des gens qui sont dans la salle qui se reconnaîtront. Et puis du coup, toute cette information, à un moment donné, c'est vrai que ça demande de l'organiser, de la structurer. L'OSINT devient très intéressant en fait sur différents domaines d'application, les investigations criminelles, tout ce qui est renseignement et notamment tout ce qui est cyber threat intelligence, donc tout ce qui est renseignement sur les cybermenaces. La partie fraude financière, les réponses incidents, tout le volet journalisme et médias, la sûreté d'entreprise, tout ce qui est passation de marché, notamment par rapport à la compliance, la conformité, et donc également dans des volets sécurité, sûreté. Aussi bien pour des enquêtes, pour la partie threat intel, on va parler d'indicateurs de compromission. Pour la partie fraude financière, on est en lien avec les escroqueries, donc les cyberattaques également sur la cybercriminalité. Tout ce qui est fraude financière, on est aussi en lien avec toutes les problématiques de blanchiment, corruption, financement du terrorisme. Et donc là, on rejoint les problématiques de conformité. Et puis, tout ce qui est journalisme et médias, on a un gros volet fake news sur lequel l'OSINT peut être un très bon outil justement pour vérifier son information. Et les contentieux, bien sûr, divers. Donc, maintenant, on voit bien qu'on a différents types de catégories de données, donc les personnes physiques, les personnes morales. Qu'est-ce qu'il y a dans la vie courante? Comment on décrit une situation? La plupart du temps, en fait, on va être rattaché à ce type d'entité. Une entité, c'est quelque chose que l'on peut décrire, qui existe indépendamment, en fait, d'une relation.
Du coup, dans les entités principales dans la vie courante, on va avoir les personnes physiques, les personnes morales, les lieux, les téléphones, les courriers électroniques, les sites internet, les objets, les documents, les véhicules, les comptes bancaires. Si on rentre un peu plus sur le volet crypto, on peut avoir les wallets, mais du coup on peut avoir des transactions, etc. Et puis, on a toute une vie numérique, une identité numérique qui se construit. Donc d'une personne physique, on est en lien avec des alias, des pseudonymes. Et puis toute la partie réseaux sociaux qui peuvent exister. Et donc tout ça, c'est des terrains de jeu sur lesquels en fait on va pouvoir interagir, on va pouvoir aller chercher de l'information selon ses besoins. On n'en a pas forcément besoin d'aller sur tous ces périmètres-là. Par contre, il peut y avoir des cas où il faut être capable d'aller sur une information, aller chercher une information sur un réseau social particulier, ou alors sur des domaines différents également. Alors ça peut être aussi sur un côté information sur les flux des avions, sur les flux maritimes. Enfin, en fait, il y a tout un tas d'informations qu'on peut récupérer comme ça en source ouverte. Donc, où se rejoint ce domaine-là avec l'analyse criminelle? En fait, l'analyse criminelle, qu'est-ce que c'est? C'est la définition type, c'est la recherche et la mise en évidence méthodique des relations entre des données criminelles ou contextuelles à des fins de pratique judiciaire. Si on enlève le fait de pratique judiciaire, en fait, en gros, c'est du renseignement où, en fait, on va mettre en évidence des relations entre des entités. Il y a différents domaines, opérationnels, stratégiques. Souvent, ce qu'on voit dans les films, et ce qui permet de comprendre un petit peu ce que c'est, on voit toujours cette notion de mur d'image avec des relations entre différents éléments. En fait, l'analyse criminelle, c'est ça. Et on peut le traduire après sur des données structurées qui proviennent d'un tableur, qui proviennent de n'importe quelle donnée, voire un CSV, etc. Et on va importer ces données-là justement pour mettre en évidence des relations et soit déterminer des clusters, soit déterminer, en fait, avoir une approche globale de l'ensemble de l'information. Quand on fait une enquête, une investigation, l'objectif, c'est être capable de recouper les données au fur et à mesure d'une enquête. On n'a jamais toute l'information directement. Donc il va falloir structurer l'information au fur et à mesure pour être capable de trouver des points communs, dans un cas d'un import de données et trouver en fait des clusters, soit pivoter en fait sur un élément pour orienter des nouvelles recherches. Et là on commence à rentrer vraiment dans cette logique d'investigation, logique d'intelligence en gros, d'arriver à trouver de l'information parce que c'est dans l'association des données qu'on va pouvoir générer de la connaissance. C'est vraiment cette notion de relation qui est primordiale et qui est prise en compte dans cette technique d'analyse criminelle. Donc c'est une méthode de raisonnement à la base sur laquelle après on va appliquer des outils qui vont permettre de concrétiser en fait ce raisonnement-là. Habituellement, donc c'est cette notion de projection mentale où en fait on va traduire ça sur des graphes où on va retrouver nos entités, ça va être visuel et on va pouvoir matérialiser des relations entre les différents éléments, donc différentes entités. C'est vraiment une notion de vision globale, analytique, c'est vraiment basé sur l'analyse systémique. Historiquement, l'analyse criminelle est portée par un outil qui s'appelle i2, Analyst Notebook, et puis des solutions autour. C'est vraiment un outil qui va être intéressant pour justement visualiser un certain nombre de données, aussi bien sur des relations, des graphes relationnels comme ça pour trouver des points communs visuellement, des relations groupées également, mais également sur un aspect chronologie en fait de l'information, où on va matérialiser soit des gestions de flux comme ça, sur un aspect chronologique, soit une vue événementielle, où on va avoir une ligne de thème et on va affecter différents événements sur des dates. Et tous les événements qui sont au même moment, en fait, vont avoir, si on les regarde de manière verticale, on va pouvoir mettre en perspective l'information. Et puis enfin, on a des vues combinées qui vont être capables de synthétiser une information complexe. Et c'est là-dessus où, je vous ai préparé des petites vidéos parce que ça sera un petit peu plus simple. Et je vais essayer de vous commenter un peu l'histoire. Là, en gros, c'est l'usurpation d'une société. Alors en l'occurrence, j'ai l'autorisation, c'est vraiment justement dans un but également de sensibilisation. L'usurpation d'une personne morale sur lequel en fait on retrouve sur un site frauduleux toute l'identité, le numéro de SIRET, les adresses, etc. Simplement parce que les fraudeurs ils vont avoir besoin, eux, de crédibiliser leur site.
Et donc, ils vont utiliser des sociétés existantes pour justement avoir cette crédibilité. En l'occurrence, quand on part de cette situation-là, eh bien, on a une personne morale légitime qui existe, et en l'occurrence là, on a l'usurpation d'une identité par un site frauduleux, d'accord, qui s'appelle, là, on ne va pas détailler, et on va retrouver la même identité qui correspond à l'entreprise légitime. Tout l'intérêt, c'est de partir d'une situation et de voir, tiens, qu'est-ce qu'on peut en faire, quel est le fil qu'on peut tirer. Encore une fois, la notion d'investigation, c'est ça, c'est tirer le fil. Et au fur et à mesure, repivoter sur un nouvel élément, etc. Et puis, essayer d'expliquer, parce que l'objectif final d'une action d'investigation ou du renseignement, c'est bien un livrable qui va permettre d'aider à la décision. Et là, l'intérêt, c'est vraiment de conduire tout le raisonnement. Donc là, on retrouve le site frauduleux. Bien évidemment, il y a des promotions pour attirer le client. On a toujours l'impression de faire une super affaire. Et on va avoir ici la récupération également d'un IBAN. Un IBAN qui est souvent intéressant parce que on va regarder la banque, c'est souvent PFS. PFS, c'est Prepaid Financial Services. Et c'est une des banques très utilisées par les fraudeurs, tout simplement, parce qu'ils ont la capacité, avec ce type de banque-là, de générer des IBAN un peu dans tous les pays. Donc on a un FR76, ce qui correspond un peu au code de banque française, qui va faire qu'on ne va pas forcément être surpris d'avoir ça à rentrer dans pour le virement. Et ce qui est intéressant après, c'est que sur ce site-là, par exemple, on peut identifier des tracking codes, vous savez, les tracking codes publicitaires. Parce que leur objectif à eux, c'est de capter du coût du client. Donc ils vont utiliser les mêmes techniques en fait que le marketing classique. Et là, si on récupère des tracking codes, du coup ça devient un pivot intéressant pour aller chercher d'autres sites. Et en l'occurrence, ça permettait là de rebondir sur un autre site frauduleux et à partir de là, refaire un niveau d'investigation sur le côté plutôt réseau, donc sur toute la partie WIZ, toute la partie historique des IP, donc que ça soit pour un site, mais également sur le deuxième. Donc on va, donc ça provient bien ici de ce site-là. Là, on fait une démarche, on essaye de voir un petit peu l'hébergement, les localisations, l'historique des IP, parce qu'ils ont besoin en fait souvent de changer leur hébergement. Et puis en fait, on se rend compte qu'entre les deux sites, il y a également des rapprochements à faire entre les IP. Donc en fait, il y a vraiment une logique chez eux. Et tout l'intérêt de l'investigateur, c'est ça, c'est démontrer une logique et démontrer leur mode de fonctionnement. Et en l'occurrence, c'est surtout aussi démontrer le volet frauduleux qui permettra de faire fermer le site. Parce que la grosse difficulté, c'est que bien souvent, les sites, ils sont signalés, ils sont toujours en ligne. Et donc ça génère encore plus de victimes parce que même s'il est signalé, on a une difficulté en fait pour faire du takedown sur les sites frauduleux. Donc, on va passer vite. Donc là, c'est le même principe, toujours une page qui va présenter des offres de produits avec des promotions. Et après, donc, quand on fait des recherches après sur différentes informations, que ça soit justement sur les deux sites en question, est-ce qu'ils sont déjà signalés, mais en fonction, souvent, il va y avoir des signalements sur lesquels on va pouvoir récupérer des nouvelles données, des nouvelles informations avec d'autres victimes. Et on va rebondir sur des numéros de téléphone, éventuellement d'autres noms de domaine, et puis des emails, etc. Et donc tout ça, c'est un ensemble d'informations qu'on va pouvoir agréger, sur lequel à chaque fois, on va pouvoir rebondir, pivoter, relancer en fait une recherche. Et au final, on commence à récupérer un certain nombre d'informations. Et quelquefois, ça ne marche pas à tous les coups, mais quelquefois, ça permet carrément, à partir notamment d'un numéro de téléphone, qui était un numéro de portable, hop, ça va arriver, c'est carrément de pouvoir remonter à partir d'un numéro ici, sur le signalement d'une personne, d'une victime, qui a également déposé plainte, mais qui avait d'autres informations, qui a payé, qui a permis de récupérer un IBAN,
et du coup un IBAN sur lequel on peut récupérer de nouveau une identité, une adresse, etc., etc. Donc vous m'aurez compris, en fait, c'est vraiment cette notion de tirer le fil, et que si on va chercher, souvent, on arrive à remonter jusqu'à des éléments qui sont exploitables. Donc après, tout ce principe-là, l'intérêt, c'est d'accompagner en fait la plainte. Il faut bien comprendre que les enquêteurs, ils sont débordés. Donc après, vous voyez, on peut même rebondir sur les lieux, etc. Enfin voilà. Donc les enquêteurs, ils vont prendre les plaintes. Mais si on prend une plainte indépendamment, etc., et qu'il y a juste la notion de plainte par rapport à sa fraude, il va y avoir l'enregistrement, il ne va pas forcément y avoir à chaque fois toute la démarche d'investigation, surtout en OSINT comme ça. Il peut y avoir quelques réquisitions, mais ce n'est pas du systématique selon l'endroit où on va déposer plainte, et notamment les brigades locales ou les commissariats, c'est normal, ils n'ont pas le temps, ils sont submergés. Tout l'intérêt, c'est vraiment justement de compléter la plainte, de montrer qu'il y a déjà des capacités d'investigation, et bien souvent, en fait, ça va aiguiller la plainte sur un service qui, lui, va pouvoir réaliser ces investigations-là. Donc c'est un petit peu l'objectif de ce type de schéma. Vous voyez, en fait, après, c'est complet, mais si on suit bien, en fait, toute la logique, tout est relié, et on arrive à un résultat qu'on n'aurait pas forcément imaginé au départ. Et régulièrement, sur ce type de fraude, donc vous voyez ici, on retrouve des types d'entités qui sont réguliers, donc les personnes morales, les courriers électroniques, les personnes, des types de relations. Et en fait, on va structurer toute cette information-là pour la mettre sous forme de graphe, avec des entités, des relations et des types et des propriétés, soit sur les entités, soit sur les relations. Et là, en l'occurrence, c'était un sujet sur les fraudes au CPF, où je suis parti, comme pour vous, comme nous tous, on a reçu des SMS, votre solde va être, doit être mis à jour, il faut consulter, etc., etc. Donc souvent, on a des numéros de téléphone où là, on va même retrouver des points communs sur les opérateurs qui vont être utilisés. Donc là aussi, ça devient une pattern qui peut être intéressante pour de la détection pour certains services. Et à partir d'un numéro, c'est pareil, je remonte sur un site, et puis on va continuer un petit peu toute cette démarche. Alors je vais essayer d'accélérer parce qu'il ne me reste pas beaucoup de temps. En fait, d'un site, j'arrive à récupérer d'autres informations parce que, en fait, ils sont obligés d'aller vite. Ils vont construire plusieurs sites comme ça frauduleux, et bien souvent, ils vont faire des erreurs. Et ce n'est pas des erreurs qui seraient facilement captables par de l'outillage. Ça nécessite l'humain, l'analyste. Et c'est là où je pense que c'est important aussi de faire un distinguo entre l'IA, on porte beaucoup d'IA, l'intelligence artificielle, mais c'est rien sans l'IA, l'intelligence de l'analyste. À un moment donné, c'est quand même l'analyste qui va être capable, lui, de faire des liens et de matérialiser, en fait, c'est-à-dire de donner une valeur sur ce lien-là. Et tout simplement ici, en fait, à force de tirer le fil, on trouve des relations avec des bénéficiaires effectifs qui vont être communs dans différentes sociétés, etc., etc. Et en partant de rien, en fait, on arrive à construire un réseau où tout est interconnecté. Et on commence à rentrer ici sur de la criminalité organisée, simplement parce que ils ont des habitudes, eux, de développer en fait ce volet-là. Et ce qui est intéressant, c'est de voir qu'en partant sur une autre catégorie, une autre arnaque, eh bien, au départ, c'est complètement indépendant. Et puis, à force de tirer toujours pareil le fil, d'investiguer, d'essayer de trouver des points pivots, à un moment donné, en fait, on se rend compte que, vous voyez, ici, on a deux types de clusters, un ici et un ici. Et puis, à un moment donné, en fait, à partir de là, on retombe sur une information qui fait un lien sur le deuxième cluster. Et au final, tout est interconnecté également. Donc, vous voyez qu'en fait, en partant de quelque chose, si on traite les choses indépendamment, on n'aura pas la même vision, on n'arrivera pas à démontrer la même chose que si on a cette vue globale. On monte une focale, en fait, et on va être capable de démontrer, en fait, cette notion d'organisation criminelle. Et je finirai juste sur une autre qui était assez intéressante, sur un gros dossier sur lequel j'avais travaillé avec un collègue aussi, qui est enquêteur privé. On avait été saisi par une société qui centralisait en fait un certain nombre de victimes. On avait 24 victimes, plus de 500 000 € de préjudice.
Et encore une fois, là, l'intérêt, c'était vraiment de poser toutes les informations, donc à partir des victimes. Donc là, on avait vraiment posé les choses chronologiquement. On disséquait toute l'information qui était exploitable, qui allait nous permettre de lancer des critères de recherche. Et puis, on avait matérialisé les relations entre les pseudos utilisés par les escrocs, donc ce qui est en orange. Et puis, entre eux, en fait, il se passait également des messages. Donc, ça veut dire qu'on faisait des liens entre eux. Et ils utilisaient les mêmes pseudos également sur plein d'autres faits. Et l'intérêt, c'est vraiment de faire du rapprochement dans tous ces faits-là. C'est-à-dire que sortir du côté, voir les choses indépendamment, et montrer qu'en fait, il y a une grosse interaction entre toutes ces différentes escroqueries. Et puis à partir de ces éléments-là, faire une recherche en source ouverte, tout ce qui est en bleu, où là, on va redécouvrir des choses qu'on n'avait pas forcément dans le dossier initial par rapport aux victimes. Et là, on va enrichir. Et on revient sur cette notion de créer de la connaissance, créer du renseignement, créer de l'information qui va être validée. C'est-à-dire que, en restant sur un aspect enquête, investigation, il faut qu'on garde les sources, il faut qu'on ait une traçabilité dans l'investigation. Donc il y a une méthodologie, il y a un protocole à garder. Et tout l'intérêt d'utiliser ces techniques d'analyse criminelle, c'est que, historiquement, c'est fait pour ça. Et du coup, voilà, sur ce volet-là, notamment, on était remonté jusqu'à un groupe criminel qui était clairement identifié sur des franco-israéliens qui existent sur ce type d'escroquerie complexe. Et encore une fois, maintenant, j'ai plus accès à certaines données comme quand j'étais en gendarmerie, et juste en open source, en fait, on arrive à quelquefois à remonter sur ces éléments-là. L'intérêt, c'est qu'après, du coup, notre dossier a été réquisitionné, et il est rentré sur un service, un dossier existant. Je passe plus vite, hop, on arrive sur la fin. Un dossier existant, et du coup, toutes ces victimes-là, elles sont rentrées sur un dossier qui était en cours, qui était pénalement instruit via un réquisitoire supplétif. Et donc, au lieu d'avoir un dépôt de plainte où ça aurait été traité indépendamment, ça a été centralisé et ça a pu améliorer en fait le traitement judiciaire de leur dossier. Donc, intérêt et conclusion, en gros, encore une fois, vous l'aurez compris, l'analyse criminelle, c'est faire du lien. Et ça rejoint complètement l'intérêt de l'OSINT, où on est sur cette notion de rapprochement par rapport à ces données qu'on peut récupérer en source ouverte. On va pouvoir modéliser les modes opératoires, donc c'est l'intérêt de schématiser, c'est également améliorer la sensibilisation auprès des personnels, en interne notamment pour jouer et limiter les risques, pour qu'ils aient bien la compréhension de comment ça se passe. Ça permet de recouper, rapprocher en fait avec une vision globale pour mettre en évidence des organisations criminelles. Et puis, on va pouvoir accompagner, comme j'expliquais, essayer d'aiguiller le dossier, parce que dans certains cas, ça peut carrément rentrer au niveau du parquet national financier, parce qu'on arrive à mettre en lumière qu'il y a une relation avec un schéma de fraude complexe et une équipe sur lesquelles il y a déjà une enquête, et donc essayer de pousser ce type d'investigation dans une enquête qui est déjà ouverte. Ou des actions collectives, etc. Donc ça participe à lutter modestement à la lutte contre les cybermenaces et surtout essayer de contrarier les cybercriminels. C'est-à-dire qu'on est sur un contentieux en fait qui est pas... En fait, on est trop bas en termes de préjudice si on prend les choses indépendamment pour avoir des moyens, alors que si on met en relation en fait ces différents faits, et notamment des équipes d'auteurs, ça a un préjudice assez considérable. Voilà. Donc c'est vraiment cette notion de monter d'une focale, montrer toutes les interactions et essayer d'agir et d'interagir. Voilà. Et puis du coup, ça m'a mis un petit peu je me suis intéressé à la formation et donc tout ce volet, essayer de comprendre un peu tous ces mécanismes-là, de sensibilisation cybersécurité. J'ai développé une formation sur le kit minimum cybersécurité. Des focus spécifiques un peu sur les fraudes, pareil, parce que je pense que c'est vraiment la sensibilisation qui va être un éclairage qui va permettre d'alerter en fait l'individu quand il va être confronté à la situation. Et puis par rapport à toute cette méthode-là, en fait, j'ai formalisé une méthode qui s'appelle Marvadrisk, qui est une méthode d'analyse relationnelle visuelle en fait pour l'aide à la décision. Et c'est vraiment basé sur ces trois domaines qui vont être l'analyse criminelle, l'analyse systémique et l'analyse décisionnelle. Et on est en train de développer du coup un certificat là avec l'ESSE, qui est l'École supérieure de sûreté des entreprises à Paris, vraiment pour aider au développement de ce type d'approche en fait pour les services d'investigation, les services antifraude, dans lequel aussi je fais pas mal de formations, notamment à l'Agence de lutte contre la fraude à l'assurance, etc.
Et puis de tout ce volet OSINT qui, à mon sens, est un monde qui est en train vraiment de se démocratiser et qui a de beaux jours devant lui. Voilà, écoutez, merci pour votre attention. Si jamais vous avez des questions, c'est avec plaisir. Je disais, comme vous l'avez dit, l'OSINT est un peu accessible à tout le monde. Et qu'est-ce que vous conseillerez pour les personnes, que faire sur Internet pour se protéger des gens qui utiliseraient cette fonctionnalité-là à des fins malveillantes? Limiter déjà sa surface d'attaque, c'est-à-dire son empreinte numérique. En fait, la grosse problématique qu'on rencontre à l'heure actuelle sur la cybersécurité, mais enfin, même pour les entreprises, de toute façon, la première phase de l'attaque, c'est la reconnaissance. Donc ça veut dire qu'on va vouloir récupérer un certain nombre d'informations sur lesquelles on va pouvoir avoir un levier pour identifier quel est le meilleur angle d'attaque pour réaliser son attaque. L'intérêt, c'est déjà de réduire sa surface d'attaque. Donc ça veut dire que déjà, il faut essayer d'améliorer sa façon de gérer son identité numérique. Limiter tout un tas d'informations qui ne méritent pas forcément d'être sur Internet. Du coup, ça va limiter cette capacité d'avoir un levier sur des informations vous concernant qui pourraient être utilisées soit pour de l'usurpation, soit pour du chantage, soit pour tout un tas d'informations, de données comme ça. Pour moi, c'est le premier niveau. C'est-à-dire qu'en fait, il faut déjà éduquer les gens pour savoir, on a plein de réseaux sociaux, c'est bien. Est-ce qu'on a besoin de tout mettre sur les réseaux sociaux? Peut-être que c'est une première question à se poser. D'accord. Et vous, cette sensibilisation-là, vous la faites à travers de vos sociétés ou pas du tout? Oui, dans le cadre des formations que je propose, ça en fait partie forcément. Oui. Notamment sur le kit minimum cybersécu, c'est vraiment justement dans cet objectif-là, c'est essayer d'éduquer l'utilisateur du numérique. Ça ne s'adresse pas aux professionnels informatiques, quoique il y a beaucoup de gens qui sont spécialisés informaticiens et qui sont loin de l'aspect sécurité à proprement parler. Donc il y a vraiment cette notion pour moi d'éducation à ce nouvel environnement. Le cyberespace, on n'est pas sur les mêmes dimensions, c'est pas les mêmes dimensions de temps, c'est pas les mêmes dimensions de lieux, etc. Et en fait, on n'a jamais été réellement formé, éduqué à ça. Et donc, voilà, encore une fois, très modestement, c'est juste mettre le pied à l'étrier. C'est, au lieu de dire à chaque fois, il faut faire ça, il ne faut pas faire ça, c'est déjà comment. C'est aborder, ok, on parle de gestion de mot de passe, très bien, à la fin de la journée, on a un gestionnaire de mot de passe, on sait comment chiffrer ces données sensibles, on sait comment mettre en place une double tente sur la plupart des services qu'on utilise tous les jours, qui sont accessibles, simplement les gens ne le font pas. C'est savoir faire une sauvegarde automatisée, c'est comprendre la notion de vulnérabilité justement pour réduire sa surface d'attaque. Et puis le cinquième point, c'est la reconnaissance des fraudes. L'utilisateur, justement, il est confronté à tout ça. Et si la première étape, c'est quoi? C'est juste la reconnaissance d'une structure d'une URL. Qui est capable dans une URL, je ne parle pas de vous, vous êtes déjà dans le milieu, mais l'utilisateur moyen, et c'est pas péjoratif, c'est qui va être capable d'identifier le nom de domaine, le sous-domaine, comment va être construit en fait une URL pour identifier est-ce que je suis bien à la bonne adresse. La même chose que quand je suis sur un GPS, je suis capable de savoir si je suis sur la bonne adresse qui va m'être donnée par le GPS ou pas. Et bien sur Internet, c'est exactement la même chose en fait. Voilà, donc c'est vraiment de l'éducation à cette problématique de sécurité. Voilà. Et puis après, c'est plutôt des aspects méthodologiques, plutôt orientés sur les investigateurs et des choses comme ça. Merci beaucoup. Merci à vous. C'est bon ?